Bien, bonjour à tous. Ça marche? Donc, je m'appelle Sophie Le Cerf et je travaille, j'ai en charge l'élaboration d'un plan de gestion d'un site Natura 2000 en mer, en Bretagne Sud. Et Antonin Hubert, mon collègue, a en charge l'élaboration d'un autre site Natura 2000 en mer, du plan de gestion d'un autre site Natura 2000 en mer, également en Bretagne Sud. On a la particularité tous les deux de travailler pour une structure professionnelle des pêches qui est donc opérateur de la démarche Natura 2000 en mer. Donc on est actuellement en pleine phase d'élaboration des plans de gestion et on va tenter de prendre un petit peu de recul pour vous faire part de notre expérience actuelle. Donc, on va vous expliquer quelle méthodologie on a pu mettre en œuvre pour caractériser les usages, les activités humaines et donc identifier les pressions. Donc, notre présentation sera un peu plus technique que ce qui a été présenté précédemment. Voilà, on va le faire à travers 3 exemples, la pêche professionnelle, le nautisme et la pêche récréative. Donc, tout d'abord, une petite diapo pour présenter nos sites Natura 2000 en mer. Alors, c'est quoi le pointeur, c'est ça? Donc, le site Natura 2000 en mer des Roches de Pin-Mars, c'est celui-ci. Et celui dont Antonin a la charge est ici. Donc, vous voyez 2 sites déjà qui sont très différents de par la taille. Également, l'éloignement de la côte, puisqu'il y en a un qui est côtier et l'autre un peu plus au large. Donc, 3 mots sur le site du Plateau du Four, donc sur lequel je travaille depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Donc, c'est un petit site, 42 km². Il a été désigné donc, au titre de la directive Habitat Faune Flore en 2008. Donc, le plan de gestion est en cours d'élaboration. Là, on a terminé la phase de diagnostic initial, description des activités, description du milieu. Là, on travaille maintenant à l'élaboration du plan d'action. Donc, l'opérateur, donc la structure chargé d'élaborer ce plan de gestion et un comité régional des pêches des Pays de Loire. Donc, le site a été désigné au titre de Natura 2000 pour la préservation de 2 sites, de 2 habitats, le banc de sable à faible couverture permanente d'eau marine et l'habitat récif, ainsi que 2 espèces de mammifères marins, le grand dauphin, le marsouin commun. Donc, vous voyez, le site est situé à proximité de la côte entre 2 estuaires majeurs. Les principales activités qu'on va retrouver sur le site sont la pêche professionnelle, différents types de pêche professionnelle, la pêche récréative, de la plongée scaphandre. Donc, le site des Roches de Pin-Mars est donc, vous le voyez ici, à l'ouest sur la zone. C'est une zone qui a été désignée pour les oiseaux et les habitats. On a pas mal d'habitats qui sont concernés, les récifs, les bancs de sable à faible couverture permanente de marine, enfin, tout ce qui est bancs de merle, herbiers de zostère, les replats boueux et vaseux exondés à marée basse. Je suis désolée pour la traduction, ça ne peut pas être facile. Et un certain nombre d'espèces de mammifères marins, le phoque, le dauphin, le marsouin, et un très grand nombre d'espèces d'oiseaux marins. Donc, cette zone a été désignée en 2008, ainsi que l'extension en mer de 2 autres sites qui sont jointifs, le site de l'archipel des Glénans et de Trévignon. Donc, en tout, on a quand même un ensemble qui fait 1000 km² et qui va jusqu'à 90 mètres de profondeur. Et donc, le plan de gestion est en cours. C'est une zone où il y a une pêche professionnelle très importante sur le secteur. On a à peu près le quart de la pêche fraîche française qui est débarquée sur ce territoire. Mais c'est aussi une zone où il y a beaucoup d'activités nautiques liées à... c'est une zone résidentielle très importante, avec au milieu, en fait, l'archipel des Glénans, qui est un facteur d'attractivité très important sur le territoire. Donc, en conclusion, beaucoup d'usages, beaucoup d'activités sur cette zone. Donc, pour élaborer le plan de gestion, donc un petit schéma récapitulant les étapes. Pour l'instant, on est vraiment dans la première partie, qui est donc l'état initial écologique et l'état des lieux des activités.
Donc l'état des lieux écologiques, c'est l'Agence des aires marines protégées qui a en charge la coordination de cet état des lieux écologiques, qui est réalisé par des bureaux d'études et qui vont nous fournir en fait une cartographie avec la répartition spatio-temporelle des habitats ainsi que leur état de conservation. Et nous, en tant que chargés de mission au sein de nos structures, on élabore parallèlement l'état des lieux des activités. Donc il s'agit de caractériser dans le temps et dans l'espace les usages sur le secteur afin de pouvoir identifier les interactions et les pressions pour définir ensuite nos objectifs de gestion durable qui figureront dans le plan de gestion concerté de la zone. Alors justement, on va vous faire un petit retour d'expérience sur comment on élabore notre état des lieux des activités, puisque c'est vraiment l'étape dans laquelle on se trouve actuellement et qui nécessite de mettre au point des méthodologies pour acquérir et développer de la connaissance, puisque s'il existe souvent de la donnée de part et d'autre, elle est souvent incomplète ou elle ne répond pas bien aux questions qu'on se pose, ou alors elle n'est pas à la bonne échelle. Donc on a essayé pour chacun de nos sites, avec des tailles très différentes et des enjeux très différents, de développer des méthodologies pour mieux caractériser les activités. Donc je vais prendre l'exemple de la pêche côtière sur la zone. Donc comme je vous l'ai dit, on a une pêche qui est très importante sur le secteur, avec plus de 280 navires, une dizaine de métiers pratiqués, du chalut, filet, palangre, de la bolinche, du casier, etc. Et on a une grande polyvalence de ces navires et une diversité des pratiques dans le temps et dans l'espace, en fonction de diverses stratégies d'exploitation. La plupart de ces navires, la grande majorité, est inférieure à 15 mètres et donc n'est pas équipée de géolocalisation. Donc on est obligé de mettre au point un système d'enquête pour vraiment réussir à caractériser finement les activités pour voir comment elles rentrent en interaction avec les habitats. Donc on a défini un protocole d'enquête pour répondre aux questions élémentaires, quoi, où, qui, combien et quand. Mais surtout une question qui nous a beaucoup intéressés, notamment dans le cadre de Maya, c'est comment, c'est-à-dire quelles sont les pratiques, quelles sont les caractéristiques des engins, le poids d'une drague, sa longueur, comment est-ce qu'elle est mise en œuvre, combien de temps durent les traits, sur quel type de fond. Voilà, donc on a élaboré en fait cette grille d'enquête en fonction d'un certain nombre de connaissances qu'on pouvait avoir à l'heure actuelle, c'est-à-dire les interactions potentielles entre les engins et les habitats espèces qui ont été recensés dans le cadre d'un rapport réalisé par l'Agence des aires marines protégées. Donc on a échantillonné 20% des navires pour chaque métier, au cours d'entretien, soit à quai, soit au cours d'un embarquement. La notion d'embarquement est importante parce que c'est une opportunité pour discuter avec les professionnels et pour bien se rendre compte, pour bien connaître leurs pratiques. Et on a dessiné avec eux leur zone de pêche, soit sur des cartes CHOM, soit on a pu récupérer leur traîne sous maxi. Ensuite, on a pu faire l'analyse de ces résultats métier par métier à travers une fiche de synthèse à laquelle était jointe une carte des zones de pratique. On a un aspect très important, c'était la phase de restitution aux professionnels. On leur a présenté ces cartes, ces fiches, et on les a fait valider de façon à ce que ce soit bien représentatif de l'ensemble des professionnels, comme on n'avait qu'un échantillon de 20%. Et l'objectif, c'était également, à travers ces réunions de validation, de lancer la discussion sur les interactions habitat-espèces et de voir quelles sont les pistes d'éventuelles mesures de gestion qui pourraient se profiler en cas de pression avérée. Donc, un exemple, je vais passer très vite. Voilà une fiche de synthèse pour le chalut de fond à Langoustine sur le golfe de Gascogne. Donc avec une présentation des flottilles, les tendances évolutives, la description de la pratique, les caractéristiques de l'engin, la saison, la fréquentation, la réglementation qui est déjà en place et qui est en lien avec l'environnement, ainsi que donc les pressions potentielles qu'on a pu identifier sur les habitats et les espèces. Puis une carte.
Donc tout ça, on en a discuté avec eux au cours de réunions. Et on a présenté aussi des premières cartes de travail, je précise bien, où par exemple ici, vous voyez représenter la drague à coquille Saint-Jacques en hachuré jaune, sur des habitats importants en Bretagne, le merle vivant, le merle mort, et aussi les herbiers. Donc ça nous permet d'identifier les premières zones sur lesquelles on doit travailler. Donc le bilan de la démarche, écoutez, une bonne collaboration des professionnels, puisqu'aucun a refusé de participer. C'est certain, il y a eu beaucoup de craintes exprimées par rapport aux objectifs de Natura 2000 et à la pérennité de leur activité, dans un contexte qui est en plus difficile dans le cadre de la réforme de la PCP, puis le coût du gasoil, etc. Et une précision également, comme nous sommes portés par des structures professionnelles des pêches, on a vraiment un défi de neutralité à respecter en tant que chargé de mission. Et on a instauré vraiment un travail en partenariat, en binôme avec les représentants des structures professionnelles des pêches, parce qu'eux ont pour mission la défense de l'intérêt professionnel et nous, de mener à bien cette mission Natura 2000. Donc les résultats obtenus, c'est une photo à un instant T de l'activité de pêche professionnelle. On a bien sûr des biais dans cette démarche. Je ne vais pas tout développer parce qu'on n'a pas énormément de temps. On a également des points positifs. Le point positif, c'est surtout qu'on a pu obtenir des données spatiales assez fines qui répondent bien qu'on a bien pu superposer aux habitats et aux espèces, et des données sur les engins aussi qui sont très importantes pour avoir une bonne perception des choses pour les mesures de gestion. Et on a pu collecter également des informations que les pêcheurs possèdent sur le milieu, des observations, leur connaissance sur la nature des fonds notamment. Bien sûr, il y a plusieurs niveaux d'incertitude qui restent. Quel est l'état de conservation de ces habitats et ces espèces, et la notion de pression, comment on prend en compte les effets accumulés, est-on capable de définir un seuil d'activité. Le Muséum national d'histoire naturelle, Hugues Casabonnet, en parlera demain dans sa présentation. Je présente un deuxième exemple très rapidement pour laisser la parole à Antonin et pas dépasser le temps de parole. Je voulais juste parler rapidement du nautisme. Comme je vous le disais, on a un bassin de navigation qui est extrêmement fréquenté sur l'archipel des Glénans, avec l'attrait des îles, beaucoup d'activités. Et c'est un espace qui offre les caractéristiques d'une mer ouverte. Ça fait 1000 km². Donc la question que l'on s'est posée, c'est, avec mon collègue sur les Glénans, Pascal Rago, c'est quelle méthodologie on met en œuvre pour caractériser la fréquentation nautique sur un espace aussi grand. On a opté pour 2 approches complémentaires. Je vais surtout développer la deuxième, donc ce qui est la pratique des activités non encadrées. Et on a utilisé des survols aériens pour caractériser la fréquentation nautique au cours d'un été en 2011 sur des journées de forte fréquentation. On a utilisé un avion qui était doté d'une caméra vidéo haute définition afin de pouvoir géocaliser, identifier et quantifier l'ensemble des embarcations présentes sur la zone. Ça nous a demandé pas mal de réflexion et de travail pour élaborer un plan de vol qui soit pertinent et éviter tous les biais, mais on a pu obtenir des résultats très intéressants. Les points positifs sur cette démarche, c'était tout simplement que l'avion, c'est le seul moyen de couvrir un espace aussi vaste quand on n'a pas la possibilité de faire des comptages depuis la Terre. Grâce à ça, on a pu faire un géoréférencement très efficace et donc avoir une photo à un instant précis de la fréquentation nautique. Et un post-traitement qui était très rapide, parce que c'est vrai que quand on est chargé de mission et qu'on est seul, au moins l'avion permet d'aller très vite dans le travail. Et on a pu identifier les zones de forte concentration, mais aussi les zones où il n'y avait personne, donc ce qui est aussi tout aussi important. Et on a pu du coup développer une première approche de la notion de capacité de charge des sites. Les points négatifs, pour terminer, notre principal handicap, c'était qu'une heure de survol, c'est assez court, donc on a eu quelques biais ou quelques difficultés d'observation, faute de pouvoir revenir en arrière pour bien identifier les groupes de bateaux.
L'autre point négatif, c'est que ce n'est pas une approche participative à laquelle on peut faire participer des usagers. Du coup, la démarche qu'on a mise en place à côté à travers des entretiens et des enquêtes auprès des prestataires nautiques était tout à fait complémentaire. Et enfin, on a pu mettre en place que 5 survols aériens, ce qui est assez peu pour caractériser une fréquentation nautique. Donc il faudrait pouvoir multiplier ces actions dans le temps pour vraiment avoir quelque chose de complet. Donc maintenant, pour le plateau du Four, nous étions associés au programme Maya plus pour travailler sur les aspects de qualification, quantification et prise en compte des activités de pêche récréative. Donc on s'est posé 4 questions là dans cette présentation. Comment décrire les activités? Donc quelles activités, sachant qu'on a assez peu, voire pas du tout de données disponibles sur les activités de pêche récréative, en tout cas à l'échelle de ces petits sites. Donc ce qui demande de faire des observations et des enquêtes. Deuxième question, c'est mettre en évidence quelles sont les interactions entre ces activités et les habitats et les espèces protégées pour aller au point 3 sur la mise en place ou pas d'actions de gestion. Le quatrième point, c'est de se demander s'il est possible de valoriser dans une démarche de gestion participative les connaissances des pêcheurs récréatifs. Donc, pour répondre à cette question, quelle activité, on peut considérer un peu 2 approches. Une approche quantitative, on va chercher à savoir combien il y a de pêcheurs, où est-ce qu'ils pratiquent leur activité, à quel moment. Donc, pour répondre en réponse à cette approche, on a réalisé en fait des comptages en mer un peu particuliers. Je vais y revenir. Donc, pour répondre, donc pour cette approche qualitative et comportementale, donc pour répondre aux questions qui, quoi, comment, là on a mis en place une enquête plus classique, une enquête par questionnaire qui était diffusée auprès des pêcheurs récréatifs. Ces comptages et cette enquête par questionnaire a permis d'écrire et spatialiser les activités de pêche récréative. Sur les comptages en mer, en fait, la particularité, c'est qu'ils étaient réalisés par des usagers, donc des pêcheurs professionnels et récréatifs, donc profiter de leur présence sur leur site à l'année, n'ayant nous-mêmes pas de moyens nautiques et s'agissant d'un site au large. Donc il y avait un protocole qui avait été élaboré avec eux, qui était assez simple à appliquer. Ils devaient, à heure fixe, à chaque fois qu'ils se rendaient sur le site, compter les bateaux autour d'eux, les positionner sur un fond de carte CHOM, donc on reste dans de l'approximation, vu qu'il y a assez peu de repères en mer pour positionner les embarcations sur le fond de carte. Il devait aussi caractériser ces navires, c'est-à-dire indiquer s'il s'agissait de navires de pêche professionnelle, de récréatifs, de plongée scaphandre, et indiquer quelques conditions, les conditions météo élémentaires. Donc ça, c'était possible parce que c'était un petit site, 3000 nautiques sur 4000 nautiques, sachant qu'en plus on avait coupé le site en deux, ils devaient faire des observations sur seulement une moitié du site, en fonction de leur place au sein du site au moment du comptage. Donc il y a 125 comptages qui ont été réalisés entre avril et septembre. Donc là, vous voyez sur la deuxième carte qu'en superposant tous les comptages, toutes les observations, on peut faire ressortir les zones du site les plus fréquentées, donc notamment par les pêcheurs récréatifs. Donc ça permet de répondre à la question où. Donc avec ces données, vu qu'on a un grand nombre de données, un grand nombre de comptages, on peut aussi en tirer quelques statistiques sur la fréquentation, donc répondre aux questions combien, quand. Je ne vais pas détailler, mais on voit qu'il y a une forte variabilité dans le temps. On voit que la fréquentation, on a une fréquentation moyenne autour de 10 navires observés par sortie, mais bon, bien sûr, qui peut varier en fonction des conditions météo, des coefficients de marée, etc. Donc, sur la deuxième partie de l'étude, donc l'enquête par questionnaire, qui était plus classique, la seule difficulté, c'était d'essayer de toucher un maximum de pêcheurs récréatifs, puisqu'il s'agit d'une activité peu encadrée, une activité individuelle. On a choisi de diffuser au maximum, de lâcher dans la nature un certain nombre de questionnaires, de la diffuser au maximum par un maximum de moyens
possible, et de permettre aux enquêtés de retourner le questionnaire rempli par voie postale. Donc il y a une cinquantaine de questionnaires qui ont été retournés. Les informations dans le questionnaire qu'on cherchait à recueillir, c'était des informations sur le profil des pêcheurs récréatifs, sur les pratiques, des détails sur les pratiques de pêche mises en œuvre sur le site, et recueillir également leurs observations sur le milieu, sur l'évolution du milieu, l'évolution des activités, leur point de vue sur la mise en place de ces sites de protection de l'environnement, etc. Donc le public cible, c'est les pêcheurs embarqués, les chasseurs sous-marins, et puis également les pêcheurs à pied, puisqu'une petite partie du site, bien qu'il se situe au large, découvre à marée basse, et on a une activité de pêche à pied. Donc ces questionnaires nous ont permis de dresser le profil des usagers, de répondre donc aux questions qui et quoi, donc les techniques de pêche pratiquées, le lieu de résidence des pêcheurs récréatifs, la fréquence de leur sortie, etc. Donc savoir un peu plus sur le type de pêcheurs récréatifs qui pratiquent sur le site, et de décrire leur activité. Donc on a réalisé comme ça des fiches de synthèse par activité. Là, vous avez un exemple, la chasse sous-marine. Donc on est capable, à partir des retours d'enquête, de spatialiser l'activité au sein du site, de sortir quelques statistiques par rapport aux espèces ciblées, à la période durant laquelle l'activité est pratiquée, etc., etc., le nombre, la fréquence moyenne des sorties de ces pêcheurs, le temps passé sur site, enfin, tout un tas d'informations. Et ça nous a permis aussi, avec l'enquête par questionnaire, permettait aussi finalement de spatialiser l'activité en superposant toutes les zones de pêche indiquées par les pêcheurs dans leur questionnaire. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu comparer ce que donnaient les deux types d'enquêtes, l'enquête par questionnaire et l'enquête par comptage, et on voit quand même que c'est les mêmes zones qui ressortent, ce sont les zones les plus fréquentées dans les deux types d'approches sont concordes. Donc, deuxième point, comment définir, comment mettre en évidence ensuite les interactions avec les habitats protégés. Donc on a une carte des habitats qui est fournie par les bureaux d'études. On a une information spatiale sur les activités, donc théoriquement, on peut superposer les deux à partir d'une information complémentaire sur la nature des interactions. Donc ça peut être à partir de guides nationaux qui ont été élaborés notamment par l'Agence des aires marines protégées, mais également aussi à partir de données de terrain recueillies par les enquêtes notamment. On peut mettre en évidence des zones à risque pour chacune des activités. Donc, on en arrive à la question qui nous intéresse. Est-ce que des actions de gestion sont nécessaires? J'ai pris deux exemples. L'exemple de la dégradation des laminaires, enfin, y a-t-il une dégradation des laminaires par les ancrages des pêcheurs récréatifs? On peut se poser la question. Y a-t-il une dégradation des champs de blocs par les pêcheurs à pied? Deuxième question. Donc, dans notre exemple 1, là, à partir des données de notre état initial, on a pu mettre les différents travaux réalisés par les bureaux d'études et d'autres études réalisées par ailleurs permettaient de dire que l'habitat récif, on trouvait les laminaires étaient dans un bon état de conservation. Par ailleurs, nos données d'enquête nous ont permis de dire que finalement seuls les chasseurs sous-marins étaient susceptibles d'utiliser des ancrages sur les laminaires. Donc au final, sur les actions de gestion, alors elles ne sont pas encore arrêtées, mais on partira sur un travail de sensibilisation aux bonnes pratiques avec la participation des fédérations de chasse sous-marine, on va dire des mesures, des actions de gestion assez légères, éventuellement travailler sur l'identification de secteurs à éviter, là où notamment on pourrait avoir des espèces plus fragiles de laminaires, des espèces pérennes comme Laminaria hyperborea. Sur le cas des champs de blocs, cette fois-ci l'état de conservation s'est avéré dans un état dégradé, un état de conservation moyen. Donc je rappelle que l'objectif de la démarche Natura 2000, c'est de maintenir ou restaurer les habitats naturels et les espèces d'intérêt communautaire dans un bon état de conservation. Donc, à partir du moment où l'état de conservation est qualifié de moyen, on doit mettre en place des actions de gestion pour le restaurer, mais en considérant également que la fréquentation du site est finalement assez peu importante et très concentrée dans le temps, au moment des grands coefficients, et qu'en plus l'impact peut être évité, c'est-à-dire qu'il suffirait que tous les pêcheurs qui vont sur le site remettent en place les blocs plutôt que de les laisser
de les laisser à l'envers quand ils cherchent des crabes. Ça nous amènerait à mettre en place là, un programme sur 4 ans qui allierait suivi scientifique sur les champs de blocs, donc un suivi de l'état de conservation de ces blocs, plus un travail approfondi sur la sensibilisation des pêcheurs à pied, donc aux bonnes pratiques, avec un suivi pour voir si, au terme des 4 ans, on a un effet sur l'état de conservation de ces champs de blocs. Et donc pour conclure, hein, comment et pourquoi valoriser les connaissances des pêcheurs récréatifs? Déjà, ils ont beaucoup à nous apprendre quand on arrive un peu comme ça sur un site et qu'on n'a pas d'infos. Ils ont beaucoup à nous apprendre sur les pratiques, sur leurs pratiques. Ils peuvent donner des informations sur l'évolution du site. Alors ça reste des données, des informations, des données de perception. Hein, c'est leur vision du milieu, de l'évolution du milieu, l'évolution des usages dans le temps. Est-ce que des espèces ont apparu? Est-ce que des espèces se sont raréfiées? Donc ça, ils arrivent à le mettre en évidence. Enfin, pour certaines espèces, c'est-à-dire que parfois il y a quand même des choses qui ressortent assez nettement. De prendre en compte aussi ce qui apparaît pour eux les vrais problèmes. Donc ça, c'est un intérêt dans le cadre de la concertation. Par exemple, sur notre site, il y a de fortes inquiétudes par rapport à la qualité de l'eau, avec pour beaucoup une augmentation au cours des dernières années de la turbidité, ce qui peut impacter sur les algues brunes, sur les laminaires. Donc ça permet tout ça d'impliquer les usagers dans la gestion. Donc on en a terminé. Donc en guise de conclusion, on pourrait dire que l'intérêt, le but de ces suivis a été d'impliquer vraiment, dans le cadre d'une démarche participative, quand c'est possible, au maximum les usagers dans la réalisation des diagnostics, c'est-à-dire impliquer les pêcheurs dans la réalisation compter sur eux pour décrire leur activité, pareil avec les pêcheurs récréatifs, voire même aller demander jusqu'à leur compter eux-mêmes, compter en mer les embarcations présentes sur les sites.